Merci d'être fidèle à Lady vous écoute. Nous vous retrouvons aujourd'hui pour partir en voyage. Immersion totale du côté des Algériennes. Effectivement, dans l'actualité, on parle beaucoup du printemps arabe et il était important pour nous de revisiter ce sujet-là, bien sûr, à la sauce des bonnes femmes, pour aller savoir ce qui se passe, comment les choses s'articulent entre les femmes et les hommes. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui 3 dames qui, certes, vivent en France, mais sont d'origine algérienne et ont accepté de venir partager ces 90 minutes avec vous qui nous regardez. Nous sommes en direct, ne l'oubliez pas, 01 45 55 76 87. L'occasion pour vous de plonger dans la discussion, de tordre le cou aux idées reçues. Lorsqu'on ne connaît pas bien une société, un mode de fonctionnement, on pense que c'est comme ci, on pense que c'est comme ça. Alors aujourd'hui, c'est l'occasion de remettre les pendules à l'heure. Je reçois juste à ma droite Catherine Dussart. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin et vous êtes donc avec ces dames de Appel Égalité, c'est le nom de votre association. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Et juste à ma gauche, Leïla Benalek, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, secrétaire de profession. Merci d'être présente sur ce plateau. Juste à vos côtés, Madame Zakia Benferchiche, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes aujourd'hui retraitée, mais je dis qu'on n'est jamais retraité. Surtout pas les femmes, parce que quand elles commencent... Je ne me sens pas retraitée. Vous avez bien raison. Merci encore une fois à toutes les 3 d'être présentes. Nous allons certes parler de votre structure associative, mais au-delà de ça, c'est surtout la situation, on va dire la condition. J'aime pas beaucoup le mot, parce qu'il confine et fige dans le temps, mais la situation, disons-le comme ça, c'est plus léger. Donc, des femmes algériennes ou d'origine algérienne, au sens large en général, même si encore une fois, ou plutôt des femmes maghrébines au sens large, même si encore une fois, votre association et vos origines se portent sur l'Algérie. À la sauce du printemps arabe, aujourd'hui, qu'en est-il de l'avancée ou des régressions quelquefois? Il y a des surprises pour les droits des femmes algériennes. Pour les femmes algériennes, si vous voulez, le printemps arabe n'a pas encore eu lieu, malheureusement. Oui. L'Algérie est le seul pays qui n'a pas connu de soulèvement semblable à celui de la Tunisie ou de l'Égypte. Je dirais que tout simplement l'Algérie avait fait son soulèvement en 1988, qu'on a eu un gros mouvement, une période démocratique. Suite à cela, nous avons eu la guerre civile pendant près de 20 ans en Algérie. Et donc, jusqu'à présent, les Algériens, même s'il y a en Algérie actuellement des milliers de manifestations, de grèves, de regroupements, etc., il n'y a pas cette conjonction générale autour de certains mots d'ordre pour faire changer les choses. Il y a des mouvements partiels sur des questions essentiellement économiques. Il y a des créations de syndicats autonomes, il y a des créations d'un observatoire national des droits des femmes, il y a différentes luttes sur différents terrains. Mais je vous rappelle qu'en Algérie, l'état d'urgence est toujours maintenu. Oui. Et donc, même si l'état d'urgence, quelque part, a été plus ou moins levé, le droit de réunion, le droit de manifestation, etc., sont toujours interdits. Bon, voilà autre chose. Quand on sait que les femmes aiment être bien ensemble pour changer la face du monde, vous parlez de cet observatoire des droits des femmes. Alors, quelles sont les urgences? Par quoi faudrait-il commencer si vous aviez une baguette magique comme celle-ci pour changer les choses? Catherine Dussart, je vous donne la parole sur ce point. Je pense que la situation au niveau de la société civile, oui. Des rapports entre les hommes et les femmes qui provoquent beaucoup de violence dans beaucoup de sociétés, même en France. Bien sûr. Et moi, j'ai toujours été sensible à ça. J'ai fait partie du MLF quand j'étais plus jeune et de la situation des femmes. Et ça m'intéresse beaucoup et je trouve ça très important de soutenir la lutte des femmes dans d'autres pays où les conditions politiques, économiques leur rendent la vie souvent plus difficile qu'ici. Et donc, je pense que la lutte doit se faire au niveau du code de la famille, des décisions politiques et de faire évoluer les mentalités pour que les femmes puissent faire valoir leurs droits et
Alors, vous ne faites pas peu que de le dire. C'est souvent qu'on nous appelle pour dire, mais de quel droit parlez-vous, mesdames? Les femmes ont déjà tous les droits. Quand on parle de l'accès à la santé notamment, comment ça se décline les droits des femmes, justement, de ce point de vue, puisque vous êtes médecin? En France et dans d'autres... Oui. L'accès à la contraception, à l'accès aux soins élémentaires, Moi, dans l'association, je ne suis pas là au titre de ma profession. Hein, peu importe. Mais cela étant, vous exercez, donc vous avez quand même un public et de femmes et d'hommes, et ça vous permet d'avoir un avis plus avisé, en tout cas. Voilà, que la femme puisse disposer de son corps, entre guillemets, ou en tout cas avoir accès aux soins de façon autonome, sans en référer forcément au mari, et puis que ça soit accessible économiquement... et socialement, quoi, surtout, au niveau des soins. Les violences faites aux femmes, vous n'allez pas dire le mot, mais je vous fais une césarienne. Oui. Donc, alors, est-ce que dans le cabinet du médecin, ça revient? La violence faite aux femmes, oui. Les coups, Oui, je pense que c'est important qu'elle puisse être écoutée dans le cabinet du médecin, mais aussi au niveau des instances... de la police, de la justice, et qu'elle soit prise en compte comme personne, écoutée de la même façon qu'un homme. Et en Algérie, c'est quand même souvent des gros problèmes. Hein. Voilà. Alors, nous sommes là pour en parler. Zakia Benferchiche, les droits des femmes aujourd'hui, pour vous, il y a des avancées, des régressions? Je parle là de la femme maghrébine en général. Pour moi, il n'y a pas grand-chose. Oui. Il reste toujours quelque chose à faire. Et c'est les urgences pour vous, ce serait quoi aujourd'hui? Oh, un petit peu tout, vous savez. Hein. Pour les femmes, tout. On va les nommer peut-être pour ces messieurs, peut-être. Les soins, les enfants, un petit peu tout. Un petit peu tout. Vous n'êtes pas sans savoir que d'aucuns disent que... Alors, ça fait longtemps, madame a parlé du mouvement de libération de la femme, ça fait des années qu'on est sur le pont. D'aucuns pensent que... Soit ce sont des acquis, même des femmes d'ailleurs pensent que des choses sont acquises et ne comprendraient pas que vous disiez par exemple « Oh, il y a encore tout à refaire ». Oui, moi je trouve qu'ils ne sont pas encore libres. Hein. Ils sont pas encore libres. Ce serait quoi la liberté pour vous, pour les femmes? Qu'ils appartiennent, qui font tout de leur vie, de leur façon de vivre, leur façon de... Qu'ils soient libres, Je pense oui, Leïla. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut souligner, c'est que la majorité des femmes... Alors, je parle de la France, mais après, je parlerai de l'Algérie, sont dans une inégalité professionnelle très grave, puisque je crois que c'est de l'ordre de 20% à salaire égal en France. À profession égale, les femmes touchent 20% de moins que les maris. Les femmes subissent le travail partiel en masse, puisque les femmes ayant des enfants sont obligées de travailler à temps partiel pour pouvoir récupérer les enfants à la sortie de l'école, hein, tout bêtement. Et puis le mercredi, ils ne travaillent pas, les enfants n'ont pas classe, enfin tous ces détails-là. Et puis aussi, il y a énormément de familles monoparentales en France. J'en ai plein autour de moi de jeunes femmes qui, je sais, vivent seules. Et donc, à partir de là, déjà, elles vivent seules. Elles sont familles monoparentales et elles ont un salaire à temps partiel, ce qui fait Ça complique la donne. Ça complique la donne et surtout financièrement. Donc, à partir de là, tant qu'une femme n'a pas au moins l'égalité salariale réelle, parce que sur les papiers, ça existe, mais dans la réalité, ça ne l'est pas, et un salaire égal, travail égal, déjà, nous avons un problème. Maintenant, je reviens à l'Algérie. Pour l'Algérie, le problème est encore plus complexe parce que nous avons déjà à peu près 35% de la population active qui est au chômage. Donc, il y a un chômage... J'allais vous le dire, pour celles qui travaillent, il y a l'inégalité salariale, mais pour celles qui ne travaillent pas, elles sont peut-être les plus nombreuses. Voilà. Alors, en Algérie en particulier, donc les femmes aussi en France sont lourdement soumises au chômage, mais en Algérie, il y a un chômage massif de toute la population. Et je dis un chômage quasi structurel de personnes qui n'ont pas travaillé depuis des années parce qu'il n'y a pas de travail. Donc, la rente pétrolière fait que les gens, ils ont plus ou moins un pain subventionné, un lait plus ou moins subventionné, donc certains produits de base plus ou moins subventionnés. Mais la majorité des gens, y compris ceux qui sont salariés, y compris ceux qui sont professeurs, vu le coût de la vie,
vivent vraiment très mal. Et les femmes subissent de plein fouet cette question-là, puisque la mère, c'est elle qui fait bouillir la marmite. C'est elle qui doit faire les courses, c'est elle qui s'occupe de faire à manger. Et donc, il doit acheter des chaussures aux enfants. Les enfants se tournent vers vous pour dire « Maman, donne-moi des chaussures. Maman, achète-moi un pantalon. Maman, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. » les hommes. Et donc, elles sont totalement frustrées sur cette question-là. Vraiment, en Algérie, la situation... Parce qu'on nous montre toujours les pays pétroliers, parce que l'Algérie est mise dans le camp des pays pétroliers, comme des gens vivant sous un train de vie princier. Je suis désolée, ça ne concerne même pas 10% de la population, ce train de vie princier. La majorité des personnes, y compris des personnes qui ont... je donne dans mon milieu des médecins, des femmes qui ont fait l'université, donc qui ont des positions de cadre supérieur, etc. Et bien, malgré ça, ils vivent très mal. Il y a une très grande difficulté parce que financièrement, c'est dur. Vous nous direz donc par quoi il faudrait commencer, car il faut pouvoir commencer par un des aspects. Et comme tout cela est enchevêtré, on ne sait pas toujours. Pourquoi avez-vous accepté justement d'être membre de l'association Appel Égalité ? Parce que je trouve ça très important de soutenir la lutte de ces femmes dans des pays où il y a d'immenses difficultés économiques, politiques, et que des femmes européennes soutiennent. Ça élargit l'audience, enfin la lutte, et voilà, je pense que ça rejoint de toute façon la lutte de femmes dans d'autres pays, hein, même en France. Et c'est pas l'internationalisation de la lutte, mais un peu quoi. Le statut des femmes est difficile dans beaucoup de pays, et voilà ma raison de Et quelles sont les spécificités en termes de besoins? Quels sont les besoins spécifiques des femmes du Maghreb? Alors, beaucoup. Je dirais que sur le plan économique, la situation est quasiment difficile pour tous les trois pays. Ouais. On parle de mondialisation. La mondialisation est partout et elle touche plus particulièrement les pays pauvres. Parce que l'Algérie, malgré tout, n'a pas un revenu démentiel par tête d'habitant. Hein. Alors, les trois pays sont touchés, quelque part, par la pauvreté, par un enfoncement de la pauvreté. Alors, on me répond chaque fois, mais on a construit des autoroutes. Pour moi, l'indice de richesse n'est pas le fait de construire. Ce n'est pas de construire des autoroutes. C'est d'avoir un logement, un travail et de vivre décemment. Ah, ça, c'est le premier pas. Mais plus particulièrement, et c'est là que je vais différer avec vous, la situation des trois pays sur le plan juridique est totalement différente. Bien sûr. Alors, les Tunisiennes, sous la loi Bourguiba, avaient obtenu un statut particulier qui faisait qu'en particulier, la Tunisie est le seul pays du monde arabo-musulman à avoir abrogé la polygamie. C'est interdit dans la Constitution. Avoir obtenu un certain nombre de droits sur le droit juridique des femmes. Le Maroc, en 2006, il y a une modification du statut personnel des femmes, de ce qu'on appelle la Moudawena, qui a fait qu'actuellement, au Maroc, la polygamie est extrêmement encadrée et très difficile à obtenir. Parce qu'il faut l'accord du juge et soumise à des exigences importantes au point que le mari peut se faire ramasser par la police. L'Algérie, en 1984, a voté une loi qui s'appelle le Code de la famille, qui fait que la femme est soumise à la polygamie, la femme est soumise à l'autorisation du père pour se marier, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais mineure sur ce plan-là, parce qu'elle est mineure elle est majeure pour aller en prison, elle est majeure pour aller travailler, elle est majeure pour se faire assassiner, mais pour se marier, elle n'est pas capable. Et tout d'un coup, elle est mineure pour se marier. Et pour se marier. Et puis, l'autre point, elle a aussi la moitié de la part en cas d'héritage. Elle n'a pas le droit au divorce comme ça. Il lui faut un certain nombre de conditions à remplir. Tout ce que je veux dire, c'est que en Algérie, la spécificité, c'est quoi pour les femmes? Elles ont le droit de travail. Le code de travail n'interdit rien, ne pose pas d'obligation. Elles ont le droit de voyager. Elles ont le droit nous avons des femmes commandantes dans l'armée. J'ai connu une femme colonel, j'ai connu une femme qui doit passer général. Ça, il n'y a pas de problème. Elles sont directrices d'entreprise, etc. Mais quand on arrive au statut personnel, la donnée change. Et depuis 2004, je terminerai juste sur cette réponse, en 2004, ce texte a été voté, et quand les islamistes devaient monter au pouvoir, ils disaient qu'ils modifieraient toutes les lois existantes, sauf le code de la famille, parce que
dans l'ensemble, il est bon. Ben voyons. Nous allons donc parler aussi de la charia. On ne peut pas parler du Maghreb, de l'islam, sans parler de la charia. En tout cas, en ce qui concerne les femmes, peut-être pas toute la charia parce que c'est vaste. Et je voudrais vous donner la parole dessus. Zakia, déjà, la polygamie pour vous, pour la femme que vous êtes, comment ça résonne? Mais encore. Oui, mais pour moi, elle n'existera pas si c'était moi. Oui. Déjà. Et pourtant. Mais comme j'ai jamais connu la polygamie. Oui. Mais vous avez des personnes qui viennent vers vous, vous avez des personnes qui viennent vous voir dans le cadre de l'association, vous connaissez les situations autour de vous. Bien sûr. Alors, bien sûr. comment vous adressez-vous à ces personnes qui voudraient peut-être pouvoir en sortir ou qui le subissent, je ne sais pas, et sachant qu'il y a des personnes, hommes et femmes compris, qui pensent que c'est de bon ton? Ben oui, mais c'est très difficile. On ne peut pas les conseiller, on peut pas faire grand-chose, vous savez. C'est compliqué, cette histoire de polygamie. Et donc la charia, hein, Leïla nous disait, la charia, on va surtout sur le code de la famille pour les femmes. Alors, le code tunisien, jusqu'à présent, en tout cas en tant que... jusqu'à cette période, parce qu'il y a maintenant le Narda qui est au pouvoir en Tunisie, donc les choses bougent beaucoup en Tunisie. Et bon, voilà. Bah, pour la Tunisie, jusqu'à présent, il n'y avait pas de charia, de référence à la charia dans la question du statut personnel. Pour le Maroc, c'est plus complexe parce que au Maroc, le roi est le commandeur des croyants. Il est le représentant direct, à la limite de la charia, puisqu'il descendrait, pour les Marocains, il descend du prophète à la 15e ou 25e génération. La Libye vient de décréter la charia. Oui. Alors, l'Algérie, dans ce code de la famille, dit dans son dernier article que tout ce qui n'a pas été prévu dans le code de la famille concernant le statut des femmes sera... c'est la charia qui sera appliquée. C'est pour vous dire que de facto, le code de la famille s'inspire directement de la charia. Et c'est pour ça que je redis que les islamistes ont bien déclaré qu'ils ne toucheront à tous les textes s'ils venaient au pouvoir, sauf à un seul texte, c'est le statut des femmes. Enfin, le code de la famille qui régit les rapports entre les hommes et les femmes dans le cadre de la famille, parce que, justement, dans l'ensemble, il est bon. Selon eux. Selon eux. Alors évidemment, oui. En Égypte, ce qu'on oublie de dire, c'est que même sous Moubarak, la charia a été acceptée. La charia était déjà le statut qui régissait les personnes. Le seul pays qui échappait, du monde arabe, hein, je parle, qui échappait à la charia, c'est deux pays, mais c'est complexe, c'est le Liban et la Syrie, mais là c'est un droit communautaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de texte qui régit tout l'ensemble de la population. Si vous êtes musulman, vous êtes jugé comme musulman, si vous êtes chrétien, vous êtes jugé par un tribunal chrétien dans l'affaire des statuts personnels. Alors qu'on découvre à l'écran certains de vos ouvrages que vous avez bien voulu nous apporter, alors c'est des coproductions de mouvements associatifs. Là, on voit le harcèlement. Un jour, le silence a éclaté, le harcèlement sexuel. On ose enfin prendre la parole pour en faire état. On tue la honte pour pouvoir garder la vie, en quelque sorte. Est-ce que là aussi, pour parler de cette charia majoritairement organisée par des hommes, s'il y avait plus de femmes déjà dans ces sphères, pensez-vous que les choses seraient différentes? Au niveau politique, hein. Oui. Oui, je pense. Je pense parce que c'est quand même des abus de pouvoir de l'homme sur la femme flagrants. Et alors, parfois, il y a des femmes qui sont pour l'application de la charia, hein, c'est dans les sphères politiques aussi. Hein, et donc, le problème est quand même difficile. Hein, et des femmes comme celles qui sont dans notre association... ça serait important qu'elles puissent être dans les instances politiques qui décident. Mais bon, je pense... Hein. Je répondrais que le fait d'être... c'est sûr qu'il faut absolument que les femmes... C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce que je dirais, c'est qu'il faudrait que les femmes prennent conscience de leur propre force. C'est-à-dire que ça fait des millénaires
que c'est des millénaires de suggestions que vivent les femmes. Ce n'est pas d'hier ou d'aujourd'hui. C'est quelque chose de tellement profond que je connais beaucoup de femmes qui me disent « Ah mais non, tu comprends, c'est trop important, il n'y a qu'un homme qui peut gérer ça, une femme, elle ne peut pas. » Nous avons nous-mêmes vécu ce cas-là. Alors, je vous ai ramené, entre autres, 3 bouquins. Malheureusement, j'ai oublié un sac. Vous aurez l'occasion de nous les envoyer, de toute façon, voilà. On pourra les montrer. Nous sommes là tous les jours. Ici, vous voyez, pour lutter contre le statut personnel des femmes, il y a un groupe de travail qui s'est mis en place à Alger et qui a, avec Global Rights, une association qui une association qui se base sur les droits des personnes, et qui ont mis en place... je vais le montrer à la caméra, voilà, si vous êtes d'accord, oui. Un exemplaire de contrat de mariage qui peut être fait entre 2 individus en Algérie et qui ne contrevient pas au code de la famille, mais qui permet à poser les conditions de vie commune. Parce que jusqu'à présent, en Algérie, vu là, notre histoire, c'était des contrats oraux. Maintenant, nous n'en sommes plus, malheureusement, dans le contrat oral. Donc, on doit passer dans l'écrit. Et ceci est une proposition pour régler un certain nombre de conflits à l'avance, à la conclusion du mariage. On fait un contrat, ce qui permettrait de ne pas aller à la violence ultérieure en disant « Oui, tu m'as dit, moi je t'ai dit, tu aurais dû le dire, je aurais dû te dire non. » C'est un contrat entre 2 personnes. Est-ce que le contenu de ces livres tombe à point nommé dans les oreilles des messieurs? C'est une autre question. Nous avions une petite vidéo, je pense qu'elle est prête, sur le 11 mars 2011, qui campe aussi la situation des femmes. Peut-être que c'est une vidéo que vous connaissez. On ne l'a pas encore, elle va arriver, il faut que ça chauffe. Elle va descendre du 7e ciel, même nous dit-on. C'est une petite vidéo qui campe la situation des femmes. Donc des occasions comme le 8 mars. Bon, le 8 mars, toutes les femmes montent sur le pont pour faire quelque chose. Est-ce que ça n'est pas finalement préjudiciable? Parce que, ma foi, le 9 mars, il ne se passe plus rien jusqu'au 8 mars de l'année d'après. On oublie vite. Alors pourquoi ce manque justement d'assiduité, de travail en fondu, la persévérance fait défaut? Pour quelle raison? Parce qu'une femme, excusez-moi, mais une femme, elle est mère de famille, elle travaille, elle est syndiquée par exemple, elle est médecin, elle va assister à un colloque médecin, et ensuite, et après cela, seulement, elle va avoir le temps de se battre sur sa question de statut personnel elle-même. Et c'est ça le souci. C'est-à-dire que les femmes, elles ont tellement de casquettes. Elles ont de foulard, comme vous dites. Disons ce qui est. Elles ont tellement de foulard qu'à la fin, arriver à se battre sur sa question de personne, eh ben, c'est très difficile. Nous allons donc découvrir cette vidéo en images. Je voudrais vous rappeler, vous qui nous regardez, que vous pouvez, après cette vidéo, continuer ou commencer à nous appeler, parce que les sujets dont il est question aujourd'hui, on parle là de la situation des femmes algériennes, mais ces situations ne sont pas propres seulement aux femmes de l'Algérie. On parle de harcèlement sexuel, de violences faites aux femmes, d'inégalité salariale et d'autres encore que j'oublie. Toutes les femmes du monde sont concernées et peut-être que c'est un manque de mutualisation d'énergie qui fait que les groupes, les associations, les initiatives de femmes sont moins fortes qu'elles ne pourraient l'être, et peut-être que travailler ensemble en prenant en compte, en découvrant les difficultés des autres, en découvrant comment les autres ont fait pour pouvoir contourner ces problèmes, serait bénéfique pour tout le monde, les hommes compris. Regardez avec nous. يا ناس الجزائر غطاو الشمس بالغربال نحاجيكم يا بنات 20 سنة بال في مجرى الصام 84 داروا قانون حكر كانوا متفاهمين سرقوا حق نساو خرجوا مهنيين شدك يا قاضي
et la ses doigts. Nos voix s'élèvent encore une fois. Vamos de tout monde, avec la ses doigts. أنا الشهوة والمحكوم عيني خدمة ويدي حكمة القانون يدروان أغلي ست سلامي فهمت دا الخلاف 20 سنة داورو ربيت ولادي نهار حتى نرجعوا لكبار دلقني بكلمة وحوسني مطلع راح ولادي في حكم الغدار عي ما عنده الشمس درهم ودمار أشوف يغلى قريب أشوف خوك يدوران أروح دورة دورة بغير العشاء أشوف يغلى قريب أشوف خوك يدوران أروح دورة دورة بغير العشاء De la famille, commettons la famille. Et tu tortures les ficelles aux noces des gazelles. Mineur, ma sœur, alors on te rappelle. Écoutez la chanson, elle ne changera pas d'air. Et qu'on se le dise, cette loi est à défaire. À ne plus jamais faire. À ne plus jamais faire. Et qu'on se le dise, Cette loi est à défaire. à ne plus jamais faire. يا سامع القصيدة ما يدوم الحال. البارح كل يوم كان شي مخال يد وحدة ما تصفق الرجال مازالوا مازال وشدك يا القاضي وشدك خاف مني وفر كل مسلمي ما فيه السلام وشدك يا القاضي وشدك خاف مني وفر كل مسلمي ما فيه السلام وشدك يا القاضي وشدك خاف مني وفر كل مسلمي ما فيه السلام وشدك يا القاضي وشدك خاف مني وفر كل مسلمي ما فيه Merci d'être resté avec nous après cette vidéo du 11 mars. Les femmes bougent partout dans le monde comme elles peuvent. Bougez-vous aussi dans vos canapés, attrapez le téléphone pour nous donner vos points de vue sur ce dont nous parlons aujourd'hui à travers les associations, notamment de femmes algériennes, Appel Égalité, des revendications qui sont valables pour toutes les femmes. Quelquefois, je le disais avant cette vidéo, il y a des initiatives un peu isolées et ce cloisonnement de la lutte des femmes reste préjudiciable. Nous allons avoir dans un petit moment au téléphone d'ailleurs une personne qui se trouve être en Algérie, journaliste de son État. Mais avant cela, je voudrais, Zakia Benferchiche, vous demander d'accepter de nous livrer quelques bribes, pas de bout en bout, le témoignage que vous souhaiteriez faire partager à toutes les femmes du monde, justement pour que chacune puisse sortir de cette situation où on ne dit rien. Le mariage forcé, par exemple. Oui. J'étais mariée, j'avais 14 ans et demi, quelque chose comme ça. Oui. Un homme que j'ai jamais connu, j'ai jamais vu. Et mon père, il m'a forcé. Bon, j'étais obligée de l'épouser. D'accord. Le soir même du mariage, quand il est rentré pour coucher avec moi, je suis tombée déjà dans les pommes. Hein. J'ai rien vu. Qu'est-ce qu'il a fait ou il n'a pas fait. Je me suis réveillée que le lendemain. Et depuis ce jour-là, ça a été le calvaire. J'étais battue tous les jours, je crevais de faim, j'avais rien. Après, 15 jours après, j'étais enceinte, j'étais battue enceinte, j'accouchais, j'étais battue. Rebelote, j'étais encore 40 jours après, j'étais enceinte. J'en pouvais plus. J'étais battue matin, midi, soir. Vraiment horrible. Avec ou sans raison? Sans raison. Je me demandais pour quelle raison que j'étais battue comme ça. Vous avez donc 14 ans à ce moment-là? J'avais 14 ans. Et où est-ce que ça se passe? En France, en Algérie? Ça se passe ici en France. Oui, parce que mon père, il m'a mariée et mon mari m'a ramenée directement ici en France. D'accord. Chez sa famille. Et quand on a 14 ans, on se pose beaucoup de questions, on ne comprend pas ce qui se passe. Rien. Vous avez essayé de parler aux femmes de l'entourage familial? À qui? Ah oui. J'avais personne. À sa famille, non. Mais j'avais personne de ma famille, je connais personne. J'étais ici, toute seule, en France.
Et avec du recul, est-ce que vous savez ce qui faisait que lui se comportait comme ça en votre endroit? Non, je n'ai jamais su. Je l'ai jamais su. Premièrement, c'était l'alcool. Ça, je crois que ça vient de là. Ouais. Ou deuxièmement, parce que c'est les habitudes, parce qu'il avait un père juste à côté qui faisait pareil comme lui. Tous les soirs, il battait sa mère. Alors ça doit être... Bon, c'est pour ça que... Il se disait peut-être pour être un homme, un vrai, il faut que je fasse comme tous les Comme il hommes. fait mon père, moi je fais aussi. Ouais. Mais ça a duré 15 ans. Et alors, comment faites-vous au bout de 15 ans pour que tout cela s'arrête? Ben, c'est arrêté parce que le bon Dieu l'a rappelé. Oui. Et il m'a laissé 5 gosses. Et j'avais 29 ans quand il est mort. Et depuis 29 ans, je me bats. J'ai élevé mes 5 gosses. Heureusement que je travaillais. Sinon, j'aurais été dans la misère. Vous aviez le droit de travailler quand même? J'avais pas le droit. Non, il me battait. Il me battait parce qu'il ne voulait pas que j'aille travailler. Mais par contre, quand je lui ai ramené l'enveloppe de la paye, là, il la prenait. J'avais le droit à rien. Mais je n'avais pas le droit d'y aller travailler. Mais il fallait que je lui donne l'argent. Ça a duré 15 ans. Et sur votre lieu de travail, vous est-il venu l'idée de parler, de faire état de ce que vous viviez? J'osais pas. Ouais. J'osais pas. Et peut-être qu'à ce moment-là, on se dit que chez les autres aussi, c'est pareil. Non, je pensais même pas. Non, je pensais même pas. Je pensais toujours à moi. Parce que j'étais tellement malheureuse, j'étais tellement battue, j'étais tellement dans la misère. Je pensais à mes enfants. Je pensais à rien en ce moment-là. Je pensais à rien. Aujourd'hui, dans le cadre associatif, quand des femmes viennent à vous, même si elles ne disent pas complètement les choses, est-ce que vous savez, commencer à sentir que... je le ressens. Ah oui, je les comprends, moi. Ah oui. C'est important. Parce que je suis passée par là, vous voyez. Y a-t-il des signes avant-coureurs comme ça qui peuvent permettre les gens qui reçoivent dans le cadre associatif des femmes, parce que c'est difficile à le dire, merci vraiment d'avoir accepté. S'ils sont comme moi, c'était très difficile. Oui. Ah oui, je ne pouvais pas parler. Est-ce qu'il y a des indicateurs qui peuvent permettre de dire « Ah, telle personne a telle attitude, peut-être que… » Ça arrive. Vous nous direz cela tout à l'heure. Nous allons prendre au téléphone notre première téléspectatrice. Bonjour madame. Oui, bonjour Lydie, bonjour aux invités. Bonjour. J'ai 2 petites questions. J'aimerais savoir, en règle générale, que ça soit de l'Afrique blanche ou de l'Afrique noire, pourquoi les hommes affectionnent particulièrement ce type de femmes soumises, qui ne disent rien, enfin qui leur résistent pas. Et ma deuxième question, j'aimerais savoir s'il existe des mariages mixtes en Algérie entre des hommes algériens et des femmes noires algériennes. Voilà, ce sont mes 2 questions. Merci pour ces 2 questions. Alors oui, pourquoi nous dit notre téléspectatrice, les hommes affectionnent... On va peut-être demander un peu plus de son en régie parce qu'on n'entend pas très bien le téléphone non plus. Pourquoi est-ce que les hommes vont se diriger plus fréquemment vers des femmes qui ne vont peut-être pas réagir. J'ai envie quand même d'entendre le médecin dessus. Je veux dire, dans un cabinet médical, les gens ne viennent pas pour ça de toute façon. On ne vient pas parce qu'on a été battu par son mari. On vient peut-être parce qu'il y a une bosse, un mal-être, je ne sais pas. Est-ce que le médecin aussi, quelque part, la question que je posais tout à l'heure à Zakia, est-ce que vous commencez à vous dire... Peut-être qu'il y a de la violence conjugale derrière ce que ne dit pas la patiente. Je ne sais pas s'il se tourne vers des femmes qui n'osent rien dire. Je pense que, comme dans le cas de Zakia, il y a beaucoup de mariages arrangés, que ça soit moi je vois des Indiennes, des Antillais, mais voilà, la notion de mariage est différente d'ici, et voilà, donc ce qu'ils choisissent, voilà, on ne choisit pas, quoi. Donc après, la femme, elle est prise dans sa situation économique, elle a des enfants et elle est un peu coincée quelque part. Et puis si elle s'en va, elle a toute la famille, elle se coupe de sa famille. Donc il y a beaucoup de facteurs qui interviennent pour résister au mari. Et je pense que c'est un peu ça. Moi, j'ai pas beaucoup de plaintes de femmes d'origine algérienne ou indienne qui viennent se plaindre de la violence. Pour demander un certificat médical. Est-ce que les femmes le font? D'ailleurs, on dit toujours il faut aller voir un médecin, demander un certificat médical. Est-ce que les femmes le font en disant bonjour docteur, je suis là pour avoir un certificat médical? Pas beaucoup. Moi, je suis peut-être pas dans un quartier où il y a une forte population mais puisqu'on est battu dans toutes les classes sociales, nous dit-on. Oui, un peu. Je trouve peu parce que. Je pense que c'est confus aussi peut-être dans leur tête. Est-ce qu'elles pensent aux conséquences? Oui, c'est difficile, c'est souvent ambivalent. Si je pars, qu'est-ce qui se passe?
Et donc, est-ce que je vais être écoutée? Qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que je peux vraiment partir ou pas? Il y a quand même... mes enfants. Et mes enfants, et où je vais. Et que va dire ma mère? Et que va dire ma mère? L'honneur. On va en venir là-dessus. Je voudrais que nous prenions donc en Algérie, Ibtissem Bousri, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous au téléphone. Nous parlons là aujourd'hui des droits des femmes. Et vous qui êtes sur le terrain en Algérie, donc, quel retour pourriez-vous nous faire remonter? Écoutez, le mot pour résumer la situation de la femme en Algérie, je pense que c'est difficile et compliqué. Voilà. Je pense que réellement, c'est difficile d'être une femme en Algérie pour plusieurs raisons. Sur un volet social, en fait, je vais vous donner un exemple. La femme en Algérie souhaiterait, par exemple, tout simplement marcher dans la rue sans avoir à subir les commentaires des jeunes. Voilà. Ça, c'est un petit exemple. Alors, quels sont ces commentaires? Que disent les commentaires de ces messieurs? Parce qu'on dit des jeunes, c'est des les jeunes. commentaires, elles sont soit agressives ou pas. En tout cas, on peut avoir des commentaires. Alors, ça peut être sur la tenue vestimentaire, par exemple, ou bien ça peut être carrément des commentaires extrêmement vulgaires. Oui. Et si vous pouviez changer les choses, vous, d'où vous êtes, vous commenceriez par quoi? Je commencerai réellement par sensibiliser les gens en général, les jeunes en particulier, sur la place de la femme, notamment dans la cellule familiale. Subit énormément de pression, voire de violence. Je m'explique. La femme en Algérie subit des violences soit verbales, soit donc physiques par le frère, par le père. Et ça, c'est vraiment, je pense réellement qu'il faudrait commencer à sensibiliser les gens sur la place de la femme au sein même de la cellule familiale. Parce que beaucoup de jeunes filles, de jeunes femmes subissent cette violence. Avant de se marier même, elles subissent la violence de la part du frère et du père. Pour la majorité, je parle pour la majorité, bien sûr. Il n'y a pas des exceptions. Voilà. Merci pour ce que vous nous apportez. Nous sommes encore ensemble jusqu'à 12h30. Si vous souhaitez intervenir dans cette émission, faites téléphoner, c'est le cas de le dire, le téléphone arabe, pour faire savoir aux sœurs, aux copines, aux co-militantes que dans Les vous écoute aujourd'hui sur Télé Sud, nous parlons de la situation des femmes algériennes, des femmes du Maghreb, dans un contexte donc de revendication dans la lutte des droits des femmes. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce que nous dit Madame, la violence du père, du frère, avant même que ce soit celle du mari? J'y étais. J'étais battue par mon frère, j'étais battue par mon père, Ah oui. Alors ce frère qui bat, est-ce qu'il vous dit pourquoi il vous bat? Non. Pour un oui, pour un non. Pour un oui, pour un non, parce que t'as pas fait comme il faut à manger, ou c'était pas à l'heure, ou c'était pas... Bien sûr. Oui. Vous avez des garçons? Ah oui. Et alors comment vous les éduquez? Ah moi, j'en ai qu'un, mais bon, je l'ai éduqué à la française, mais bon, il est parti, il est chez lui maintenant. Est-ce que vous savez comment il fonctionne de pas... Ah, il est très gentil. Ah oui, il fonctionne le rythme d'ici. Ah oui. Il n'a jamais connu l'Algérie, alors... Leïla, je voudrais donc que vous réagissiez à tout cela. Madame nous fait un témoignage. Merci vraiment, je vois quelques larmes poindre. Mais dites-vous, c'est pour ça que je n'ose pas parler. Vous savez bien que si vous ne parlez pas, ce sont des larmes bénéfiques pour celles qui n'osent pas parler. Merci vraiment d'être venue et vous prenez le temps encore. Vous pouvez continuer à nous dire certaines choses. J'étais violée pendant 30 ans. Alors, on nous dit souvent que dans le cadre du mariage, le viol n'existe pas. C'est ma femme, pourquoi je l'ai épousée si je ne peux pas faire ce que je veux? J'étais violée par mon mari pendant 15 ans, tous les jours. Que je veux pas. C'est ça que ça me... J'aime pas parler. Ça remonte. J'aime pas parler. Oui. Nous allons prendre une dame au téléphone. Vous êtes à Paris. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Nous vous écoutons. Oui. C'était pour dire quelques petits mots au sujet de la femme algérienne. Oui. Et leur mari, leur compagnon. Oui. Moi, je suis ici à Paris, ça fait 30 ans que je suis là. Et quand on est venu en Algérie, j'étais bien parce que je travaillais, j'étais célibataire, j'avais ma boutique de mode, j'avais tout, un appartement, j'habillais de très très jolies femmes jusqu'à la femme du président de la République.
Alors là, maintenant, je suis ici, je me suis mariée avec quelqu'un il a menti. Il n'avait pas de métier. Il m'a dit qu'il était comptable et ça parlait, et la langue pendue et par-ci et par-là, je l'ai cru. Alors quand on est venu ici à Paris, on a tout vendu en Algérie. J'ai même acheté un fonds de commerce ici à Paris, un salon de coiffure. Et on avait, à l'arrière-boutique, il y avait un appartement. Et un appartement qui était bien avec le salon de coiffure. Et comme il m'a dit qu'il était comptable, je pensais qu'il pourrait faire de ce salon, on pourrait le transformer en bureau de comptabilité. Il existe toujours, ce salon, mais pas en coiffure. Il a été un autre commerce, il a été vendu, on l'a vendu. On avait assez d'argent. Je pensais qu'on allait bien vivre, 1000 fois mieux qu'en Algérie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La boisson, voilà. Et ceux qui boivent beaucoup, il a tout jeté, les jeux et la boisson, On a voulu refaire des travaux. Il a mis de l'argent, des chèques par 20 millions de francs, 10 millions et tout ça. Et il n'a même pas cherché à les récupérer. Et maintenant, je suis dans la misère. Et moi, j'ai supporté à cause de ma fille, pour qu'elle continue ses études. En ce moment, j'ai une fille de 38 ans et je suis toujours là avec elle. Elle a pris un appartement toute seule et lui, il est avec moi. Alors la personne que j'ai protégée, que j'ai supporté ses fracas est avec moi. Et celle que j'ai protégée, elle n'est pas avec moi. Donc vous savez, madame, j'aurais pu assister à votre émission là, parce que je connais bien madame Leïla Benaleg. On a fait beaucoup de manifestations ensemble et tout. Elle le sait. Et comme j'ai eu un fémur, je suis handicapée et il m'a même pas proposé de m'emmener en voiture. Et lui, il se lève à 11h du matin, il prend la voiture et il s'en va. Et moi, je suis seule. Heureusement que j'ai de la lecture instruite en français. J'ai de la lecture et puis c'est tout. Merci beaucoup, madame, pour votre témoignage. Alors, rassurez-vous, c'était comme pour nous, comme si vous étiez présente sur ce plateau à travers ce que vous nous faites partager. Je ne vous propose pas d'aller voir des associations puisque vous connaissez bien Leïla Benaleg, mais merci vraiment pour ce que vous nous faites partager là. C'est bien la preuve que, comme nous disait Zakia, ça a été à ce moment-là. Malheureusement, ça continue encore. On dit qu'on se bat beaucoup, on bouge beaucoup, on revendique beaucoup trop. Oui. Je serais curieuse, moi, d'entendre des hommes au téléphone. Hein, ils sont plus fréquents au téléphone dans cette émission, pour quand même avoir leur ressenti quand on est un homme et qu'on bat sa sœur à tout va, vous le dites, pour un oui, pour un non, et puis après bientôt sa femme parce qu'on a fonctionné tout le temps comme ça. Peut-être qu'on ne se pose pas les bonnes questions. Leïla Benaleg, alors sur tout ce qui se dit que vous entendez. Je dirais que battre les femmes, c'est international. Oui. Je n'ai pas entendu un seul pays où on ne bat pas les femmes, où la femme ne subit pas des viols, une violence au quotidien. Alors, évidemment, dans des pays comme en Europe, c'est moins violent. Mais il y a une forme de violence. Je donne pour preuve, j'ai une amie, dont je tairai le nom parce que je pense qu'elle nous écoute, qui a été enseignante, qui a été battue pendant 40 ans par son mari, jusqu'à qu'il meure. Elle s'est mariée, elle était catholique. Pour elle, le mariage était catholique, donc on n'a pas le droit de divorcer. Donc pendant 40 ans, elle était battue. Sauf qu'elle était professeure, lui était professeur du lycée aussi. C'est bien la preuve que ça n'est pas que dans les milieux populaires. Exactement, ce n'est pas dans les milieux populaires. Elle était professeure. Elle a eu un fils, il l'a tapé sur le ventre aussi. Et c'était un type qui avait une agrégation. Donc, c'était quand même quelqu'un qui était censé être très cultivé, etc. Ça n'empêchait pas que elle me disait que quand il la voyait, elle avait l'impression comme si son visage changeait, comme s'il y avait un démon intérieur qui l'occupait. Il fallait qu'il passe sa rage sur elle. Oui. Je vous emmène à Vienne. Mesdames, au téléphone, un monsieur. Bonjour. Bonjour. Nous vous écoutons. Oui, madame, je voulais intervenir dans votre émission parce que je suis en train de la suivre. Je suis originaire d'Afrique noire. Mais moi, j'ai l'impression qu'on amalgame parce qu'on n'appelle pas un chien par son nom. Un chien, c'est un chien, un chat, c'est un chat. Quand on arrive à distinguer un problème, il faudrait justement se focaliser sur ce problème pour trouver une solution.
moi, ce problème de mariage n'existe pas. En gros, hein, ça peut exister peut-être avec un pourcentage très bas, en Afrique noire francophone, par exemple. Hein, mais c'est toujours dans les pays maghrébins ou plutôt dans les pays musulmans. Ça, il faut le dire. Il ne faut pas se le cacher, il ne faut pas se voiler la face. Hein, moi, je suis africain noir, mais je ne francophone, catholique, je ne me vois pas imposer à ma fille un mariage. Ça ne peut pas exister. Ma fille, elle est libre, elle choisit son homme, et le jour arrivé, elle me dira « Papa, je me marie », et elle se marie. Or que j'ai des amis maliens, j'ai des amis sénégalais, donc c'est souvent des musulmans, donc c'est un problème culturel, il faut le dire, il ne faut pas se voiler la face. Culturellement, dans la religion musulmane, c'est une pratique qui est courante, qui est ancestrale peut-être, mais qu'il faut bannir. Mais si on amalgame, si on prend la chose à la légère en disant oui, ou plutôt on se focalise en disant une majorité des gens font ceci, on ne distingue pas justement le mal et on ne situe pas le mal. Hein? Mais en gros, je dirais à 90%, même que ce soit ici en Occident, c'est souvent la religion musulmane qui suscite ce problème-là. Que vous allez chez les Turcs, que vous allez chez les Tunisiens, ce sont les mêmes coutumes. Merci, merci monsieur pour votre intervention. Alors avec votre permission, je vais tout de même nuancer pour être sur ce plateau tous les jours. Je l'entends dire de tous les pays confondus que les mariages forcés ne sont pas le propre de l'islam, même si effectivement c'est récurrent par rapport à la religion. Et je voudrais vous entendre sur ce que nous dit monsieur. Et un autre point, j'ai entendu tout à l'heure, vous avez dit l'alcool, madame qui nous a appelé a dit l'alcool aussi. Alors on est étonné quand on sait que l'islam notamment et l'alcool ne font pas bon ménage. On est étonné donc d'entendre que ces messieurs, tous musulmans qui sont, justement, vont quand même avoir la bouteille facile. Moi, je vais le répondre, vin mauvais, comme on dit. Je suis quand même étonnée qu'on me dise des choses pareilles, encore au XXIe siècle. Parce que je prends qu'en Europe, jusqu'en 1945, il y avait en France beaucoup de mariages arrangés. Oui. Je ne dis pas de mariage forcé. Souvent, et là, c'est... Bon, dans le cas de Zakia, c'était un mariage forcé. Oui. Mais la majorité des mariages sont des mariages arrangés. C'est-à-dire que les gens se connaissent, les enfants sont présentés les uns aux autres et on les marie. Le problème pour nous, c'est que le droit algérien ne donne aucun droit à la femme. Donc, à partir du moment où la femme n'a pas de droit, imaginons dans n'importe quel pays, vous vous entendez pas avec votre mari, vous partez. Vous demandez le divorce. Bon, vu qu'en Algérie, elle n'a pas le droit au travail, le statut personnel ne lui permet pas de demander le divorce comme elle l'entend, elle perd tout, la pension n'est quasiment jamais versée. Maintenant, il paraît que ça va mieux sur la question des pensions. Alors, tout ça fait un amalgame de choses qui fait que la situation des femmes est très difficile. Moi, je répondrai, il y a une violence sociale, je vous l'accorde. Mais une violence sociale qui est entretenue par les lois. En Europe, les choses ont changé que parce qu'il y a eu des lois. On ne va pas me faire croire que le Français, il a moins envie de tabasser sa femme qu'un autre. Sauf que lui se dit, ah punaise, si je tabasse, je vais direct au commissariat. Ouais. Donc, peut-être qu'il va lui mettre un coup de poing, mais il n'ira pas plus loin. Si votre loi ne vous protège pas, si la police qui est chargée bien sûr qu'on ne veut pas de police. La police est la dernière expression. Mais la loi doit protéger le faible et l'innocent, le fragile. C'est pour ça que Appel a toujours combattu pour l'abrogation du Code de la famille, pour qu'on vote des lois civiles qui s'inscrivent dans le Code civil et qui protègent, qui donnent l'égalité aux femmes, qui interdisent la polygamie, qui permettent le partage du patrimoine commun, qui donnent la même part aux femmes et aux hommes dans le cas d'héritage. Et aussi, j'ai oublié, je vous demanderai de me donner le petit livre rose. Il y a une campagne à laquelle nous avons participé l'année dernière qui s'appelle « Est-ce jour le silence a éclaté ». C'est une campagne qui a été menée sur la question du harcèlement sexuel au travail. Oui. Parce que la violence aux femmes n'est pas
que dans la domestique. cellule familiale. Ouais. Elle est partout dans la société, et en particulier dans le monde du travail. Une loi a été votée en Algérie en 2003, je crois, je pense que c'est ça, en 2003, sur le harcèlement sexuel au travail. Sauf que on n'a donné aucun moyen aux associations pour pouvoir défendre ces femmes qui vont devant les tribunaux. Donc, nous continuons cette campagne sur la question du harcèlement sexuel au travail, parce qu'il y a aussi un harcèlement sexuel au travail, une violence contre les femmes, et multiforme. Et si ça, on oublie, on ne comprend pas ce qui se passe. Je voudrais lire un petit témoignage que je vois, parole de victime, avant de prendre monsieur qui est à Nice. Donc, c'est une dame dans cet ouvrage qui dit « Quand il m'a autorisé à m'absenter pour accompagner ma fille malade chez le médecin, je n'y ai vu que de la gentillesse, de la compassion. Le problème, c'est après. » Phrase anodine, insistante, petite faveur, regard appuyé, jusqu'au fameux « affamé rouhek ». Alors, je l'ai bien dit, je ne sais pas. « Affamé rouhek ». Ça veut dire comprends-toi toi-même ce que je te demande. En fait, c'est une expression pour dire t'as pas compris ce que je veux. Voilà. Je ne pouvais pas y croire. Mon patron, marié, déjà grand-père, je me reprochais de me faire des idées jusqu'au geste sans équivoque. Nous allons prendre monsieur Anis, peut-être lui demander de réagir à tout cela. Bonjour. Ouais, bonjour Lily. Nous vous écoutons. Bon, ce que je veux juste un peu ajouter, ce que je suis pas un peu meurtri, mais je suis vraiment meurtri par les agissements de nos frères, en général musulmans, parce que je les connais très bien. J'ai vécu 5 ans au Maroc, et c'est vraiment affreux, ou Dieu en général, ce qu'ils font. Parce que déjà, en général, les lois musulmanes sont faites contre la femme. Contre la femme. La femme au Maghreb n'a rien à dire. Enfin, j'ai même vu... je vais pas dire ça, qu'est-ce que j'ai vécu. J'avais un ami musulman, même sa femme pour voir un gynécologue, c'est tout un problème. La femme musulmane n'a même pas le droit de voir un gynécologue, parce qu'en général, c'est des hommes. Vous voyez, c'est des gens qui ont écrit des lois juste pour leur avantage, pour désavantager la femme. Donc, les lois islamiques, tout le reste musulman, c'est vraiment de la merde. La femme pour les musulmans est un objet, surtout pour le peuple arabe. C'est vraiment un objet. Elle est là, à la maison, juste pour lui faire les enfants. Quand il a envie d'assouvir ses besoins, ben, il va à la chambre, il a force, même quand il n'a pas envie, elle est obligée de s'allonger parce que c'est son mari et parce que c'est comme ça. Et quand elle ne veut pas, elle est battue. Moi, j'ai vu ça à Casa. J'en sais quelque chose. C'est vraiment... je pense qu'il faut faire quelque chose. Il faut quelque chose là-dessus. Parce que le monde musulman, vous voyez même en France, c'est des gens qui veulent qu'on respecte leurs lois, mais ils ne respectent pas les lois des autres. Donc, il y a un travail profond à faire. Avec les musulmans, la partie n'est pas gagnée parce que, comme je disais, la femme pour les musulmans, c'est un objet. Ils sont misogynes, ces gens-là. Voilà ce que je voulais dire. Merci, monsieur, pour votre appel. Alors, on pourrait s'interroger sur ceux qui ne sont pas musulmans et qui font autant et parfois, sinon pire. Mais je vous voyais acquiescer des réactions par rapport à ce que nous dit le téléspectateur. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il dit? C'est vrai. Ben, moi, je suis passée par tout ça. Sans arrêt, sans arrêt. Je ne pouvais pas partir parce que j'avais 5 gosses. J'étais frappée, je les entends pleurer, je retourne. Et je suis encore tabassée. J'avais ni mère, ni père, ni personne ici. Et on a la honte d'aller au commissariat comme maintenant. En plus, il n'y avait pas d'assistance, il n'y avait pas de maison, il n'y avait pas d'association dans le temps. Alors, vous voyez, je supportais tout. Je supportais tout à cause de mes enfants. Et on pense à l'honneur de sa famille, on ne veut pas déshonorer sa famille. Voilà. Et je n'osais pas y aller, sortir pour y aller voir, mettons, au commissariat ou aller voir quelques... J'en ai pas. J'ai pas d'amis, j'avais personne. J'avais pas le droit de sortir, j'avais pas le droit de travailler, j'avais pas... Ça, c'est le début. J'étais obligée de me forcer pour sortir, pour aller travailler, parce que je crevais de faim, moi et mes enfants. J'avais rien, j'étais pieds nus, j'avais rien à me mettre sur le dos. J'étais obligée d'être battue et sortir pour trouver du boulot. Pour eux. Mais quand même, je suis tout le temps battue, je suis tout le temps... Et quand vos parents l'ont su, par la suite, ils ont fini par le savoir? Mon père, il l'a su oui. Qu'est-ce qu'il vous en a dit? Il a écrit une lettre, il lui a écrit une lettre, il lui a dit, bon, ben, écoute, dans 24 heures, je viens et... Je viens chercher ma fille. Ben, le lendemain, il est mort. C'était pendant la guerre. Ben oui, ils l'ont tué, alors, bon... Ben.
Et comment votre père l'a-t-il su? Vous lui avez dit? Vous avez envoyé un message? Non, rien. Comment il a fait pour savoir ce qui se passait? C'est les gens qui me voyaient dans l'état que j'étais. Alors vous dites c'est les gens, c'est le silence, comme on nous dit, c'est le silence qui augmente, qui décuple en fait la violence que l'on souffre, d'où l'intérêt de prendre la parole, de parler ou de le faire savoir d'une manière ou d'une autre, même si on n'a pas toujours les mots, même si on n'a pas envie, je pouvais pas, même si on a le cœur lourd. Je pouvais pas. Et en plus j'avais personne à parler, à dire mon malheur, mes misères, mais j'avais personne. Il n'y a que sa famille. Sa famille, bon... Ouais, sa famille était au courant? Oh, ben, elle le voyait. Et les femmes dans sa famille, elles vous disaient quoi? Sa belle-mère, ben, elle était pareille, elle aussi, la pauvre. Elle était battue. Sa mère à lui? Non, sa belle-mère. Elle, elle était battue, pareil, comme moi. Et vous aviez des conversations de femmes entre vous? Pas tellement, parce qu'ils ne veulent pas qu'on se voie. Ils ne veulent pas qu'on se voie. Oui, parce que ça pourrait faire une insurrection. Voilà. Ah oui. Qu'est-ce que vous auriez envie d'adresser aujourd'hui comme message aux hommes, à tous les hommes qui nous regardent, qu'ils soient maghrébins, africains, blancs, jaunes, bleus, comme des schtroumpfs, tous les hommes de la planète, chrétiens, bouddhistes, musulmans, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Qui aiment leurs femmes et qui leur font confiance, c'est tout, c'est des êtres humains, c'est pas des bêtes, c'est pas des... Qui les respectent. Beaucoup de respect, beaucoup de respect. Mais est-ce que justement, peut-être qu'on va en parler, est-ce que les hommes s'accordent sur ce que c'est que aimer sa femme? On dit souvent qu'il y a un dicton arabe qui dit si tu aimes ta femme, bah là, même si tu ne sais pas pourquoi, bah là quand même, elle le saura. Mais moi, je ne l'ai jamais su. Je n'ai jamais su pourquoi. Je n'ai jamais su pourquoi. Si, vous savez un tout petit peu, puisque c'est l'alcool. Ah, ça, c'est l'alcool. Ah, ça, là, il était du matin au soir complètement ivre. Et avec l'argent que je rapporte, que vous n'aviez pas le droit d'aller Que rapporter. je n'avais pas le droit de toucher. Je n'avais pas le droit de toucher. Il vient devant la porte de l'usine et il prend l'enveloppe. Qui lui donne l'enveloppe? Bah moi. Ouais. Bah, qu'est-ce que vous voulez? Bah, je ne peux pas. Sinon, je suis... battue. Eh oui. Mais puisque vous êtes battue tout de même quand même. J'étais battue. Que je lui donne pas, j'étais battue. Ça, c'est... Pendant 15 ans. Pendant 15 ans. Je voudrais vous entendre, Catherine Dussart, sur tout cela. Nous reprenons rapidement Monsieur Anis. Vous vouliez compléter quelque chose, peut-être? Oui, bon, ce que j'ai rajouté par rapport à ce que vous disiez, qu'il n'y a pas que le monde musulman, mais ce que je veux dire, toutes les personnes, que ce soit l'Afrique noire ou le Maghreb, vous verrez bien que toutes ces personnes, ils n'ont qu'un état d'esprit, disons, un état d'esprit qui est le même. Ils appartiennent tous à une seule religion qui est la même que la religion musulmane. Que vous allez au Burkina Faso, que vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez au Gabon. Permettez-moi, monsieur, de nuancer. Nous avons reçu tant et tant de femmes qui pourront d'ailleurs nous appeler pour nous le dire. La femme battue ne l'est pas parce que son mari est musulman, oui, seulement, certainement pas. Alors, Catherine Dussart, merci pour votre appel. Je voudrais que vous réagissiez à tout ce que vous avez entendu. Bon, c'est vrai que la violence faite aux femmes, c'est dans tous les milieux. Maintenant, que Zakia n'ait pas pu avoir le soutien de sa propre famille, ça, c'est peut-être un peu plus rare ici en France, je pense. Hein. Oui. Souvent, les filles, bon, elles se réfugient chez leurs parents. Mais si ce sont les parents qui ont initié ce mariage forcé, par exemple, on ne va pas aller vers les parents. Voilà. Je pense que les mères, elles ont elles-mêmes subi ça, et c'est comme un ordre des choses. Elles ont été consentantes dans ce mariage, et voilà, donc ça, c'est vrai que c'est culturel. Moi, je n'étais pas consentante. Non, mais elle était consentante pour donner sa fille, quoi. Oui. Oui. Et donc, c'est vrai qu'ici en France, il n'y a pas moins ce problème-là, de mariage arrangé. Il y en a encore. Actuellement. Mais il y a quand même la violence, même quand ils se choisissent. Même quand on se choisit, on n'est pas à l'abri des coups, donc on peut comprendre que ce soit... Après, l'aide, c'est sûr qu'il y a peut-être un peu plus. Les mères, elles vont récupérer leurs filles, je pense. Si on regarde ce qu'on entend là, qui se passe en France quand même, qui est le pays des droits de l'homme et des femmes. Peut-être que ça n'est pas suffisamment dit, on peut s'étonner ou plutôt comprendre que ce soit encore plus difficile. Vous le disiez tout à l'heure, là où il y a un code de la famille qui, noir sur blanc, a écrit des articles qui ligotent les femmes dans leur situation. Alors, moi, je voulais reprendre quelque chose pour élargir le débat, excusez-moi. Allez-y, je vous prie.
notre association s'appelle Appel Égalité et elle est résidente dans une maison qui s'appelle la Maison du Monde d'Évry. Cette association qui est sur la ville d'Évry et qui est une association très originale en France, et je tiens à le souligner, parce qu'elle n'héberge que des associations qui sont dans la solidarité internationale. D'accord? Donc, nous avons Amnesty, la Ligue des droits de l'homme, Appel, Évry-Palestine, Temps fort, l'Association des femmes camerounaises, la femme des... Enfin, il y a plein d'associations, on est une trentaine d'associations, mais nous travaillons sur la... Ici et là-bas. Ici et là-bas. Parce qu'on pense que là-bas et ici, nous sommes dans un 21e siècle où tellement les choses sont enchevêtrées, que de toute façon, on ne peut pas régler comme ça, dans un espace, une question. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je voudrais élargir le débat pour dire, par exemple, nous avons eu en Algérie, en 2001, un viol collectif de 105 femmes dans une ville qui s'appelait Hassim Saoud, qui est une base pétrolière absolument claquemurée par l'armée, sur l'appel d'un imam qui déclarait que si les hommes n'avaient pas de travail et si les femmes étaient, la ville était sale, c'était la faute aux femmes. Donc nous avons mené déjà en 2001 une campagne sur ces femmes-là et nous les avons reçues les 2 dernières l'année dernière pour qu'ils nous ont raconté leurs déboires. Parce que, et c'est là que je dis que la loi, je reviens au terme de la loi, des femmes sont violées. Ça arrive dans tous les pays du monde, plus ou moins. Mais ça arrive. Sauf qu'elles vont au tribunal. Le violeur va aux assises. Il est condamné à une peine minima plancher de... Tout ça potentiellement. Hein. Potentiellement. Oui. Mais bon, on peut... On sait que c'est de l'ordre du possible si on le veut. On sait que c'est l'ordre du possible. Oui. Alors ces dames-là, donc 105 femmes ont été violées, certaines laissées pour mortes, tabassées, violées avec des objets contendants. En fait, tout le truc le plus horrible qui soit, ça faisait un film gore au plus haut niveau. Ces femmes ont été violées et elles ont voulu porter plainte. Mais la justice n'a pas fait son travail. Elles n'ont jamais, les personnes qui les ont violées, non seulement n'ont jamais été inquiétées, quelques-uns, et en plus ces 2 dames-là, les 2 dernières qui sont arrivées jusqu'au bout du processus, qui sont allées en appel, etc. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire, hein, quand vous êtes femme de ménage, d'aller en appel, etc. Elles n'ont pas eu le soutien de la justice. Moi, je suis violée, je vais chez les flics, je porte plainte, le juge d'instruction me reçoit, etc. Donc le premier tribunal n'a condamné personne, ils sont tous ressortis libres, les violeurs, la fleur en souriant, avec le violeur, on va dire ça. Les 2 qui sont allés jusqu'au bout sont dans de très grandes difficultés. Elles ont tout perdu. Travail, famille, maison, parce qu'en plus, la presse algérienne et un journal algérien les a traités de putains en donnant leur nom, leurs photos et leur adresse dans la presse, alors qu'elles avaient entamé la deuxième. Les soi-disant personnalités comme le ministre de la Solidarité, la fameuse Khalida Messaoudi qui devait les soutenir, etc., ils ont tous laissez tomber. Le ministre sous pression? Non, parce que c'est que des femmes de ménage. Oui, voilà. C'est des personnes qui n'ont pas... Et puis ça salit l'image du pays. Voilà, il ne faut surtout pas salir l'image du pays. Et puis, bon, ben, ce n'est pas d'actualité. Le ministre de la Solidarité, elle lui demandait un logement, il leur a donné 50 kilos de lentilles. Et actuellement, et pourquoi je tiens à parler de ça? Parce qu'aujourd'hui, elles sont en France. Elles ont demandé à vivre en France parce qu'elles sont vraiment en difficulté, vraiment en danger. Et je maintiens qu'elles sont en danger physique. Parce que comme les familles des personnes qu'elles ont, qui les ont violées, les cherchent. Parce que comme elles ont porté plainte et elles ont vraiment subi des menaces. Alors, ce n'est pas arrivé aux menaces de mort, mais c'est pas loin. Donc, nous, on mène aussi campagne et nous demandons, aujourd'hui, moi je le demande solennellement, à monsieur le préfet de police de Paris, qui a le dossier de ces 2 dames, qui s'appellent une Rahmouna et une Fatiha, d'aider à ce qu'elles puissent se maintenir en France. C'est pas
des réfugiés politiques au sens de cette fameuse convention. Ce sont des réfugiés économiques, sociaux, culturels, et ce sont 2 personnes admirables qui se sont battues pendant 10 ans. Je ne sais pas si on imagine. Alors, je voudrais quand même qu'on leur donne au moins le droit de souffler et puis de vivre et de poser leurs valises, parce qu'elles sont dans un hôtel. L'autorisation provisoire de séjour n'a pas été renouvelée et elles sont sans rien. Voilà ce que je voulais dire. Le message est passé, je l'espère bien. Est-ce que vous avez écrit? Est-ce que vous avez fait une lettre? Oui, nous sommes en train de tout faire. Nous avons tout fait ça. Ça a été fait. Mais depuis le 29 décembre, elles n'ont plus rien. Et elles sont dans la nature. Et puis, voilà. Il y en avait même une qui a même abandonné ses enfants là-bas. Oui, elle a abandonné ses enfants. Voilà. Nous allons prendre depuis un moment à Toulouse un monsieur au téléphone. Bienvenue dans ce monde de femmes. Nous vous écoutons. Bonjour. Bonjour Lydie, bonjour tous les femmes sur le plateau. Je vous appelle parce que je suis plus ou moins intéressé par la thématique du jour. Je veux juste dire par rapport à la dame française qui parlait du mariage arrangé. Je veux juste apporter mon appréciation. Le mariage arrangé n'est pas une très mauvaise chose dans nos sociétés. Sauf que c'est vrai que bon, les gens confondent le mariage arrangé et la violence. Le mariage arrangé, dans nos coutumes et traditions en Afrique, c'était déjà quand un enfant qui était éduqué venait passer ses vacances au village, que cet enfant qui était éduqué est observé par le voisin dans le village, ou la voisine, donc une femme qui s'entend bien avec sa maman ou une cousine. Elle voyait en lui ce jeune homme éduqué, enfant poli, enfant travailleur. Et puis cette famille, souvent s'ils avaient des biens, ils ne voulaient pas que ces biens partent de façon sur les mains d'une personne qui n'est pas éduquée, qui est un enfant qui n'est pas de bonne famille, parce qu'une bonne famille, c'est pas forcément être riche, mais avoir une éducation. Nous entendons bien, monsieur. En fait, monsieur essaie. Merci pour votre appel, monsieur. Donc, essaie d'expliquer, en tout cas, sans forcément justifier, que les mariages arrangés avaient une signification, avaient du sens dans un contexte donné. Mais on voit bien, alors, la nuance qu'il y a, qu'on veut mettre entre mariage forcé et arrangé est d'une subtilité dont seules les personnes qui vivent la situation peuvent vraiment révéler la nuance. Cependant, je voudrais quand même, moi, enfoncer le clou derrière votre appel en disant à nos téléspectateurs, mobilisez-vous. Mobilisez-vous quand il y a des causes comme celle-là. On se demande toujours qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, je vous retourne la question. Que peuvent faire les personnes qui nous regardent, qui ne sont pas toutes préfets de police de Paris, malheureusement? Que peuvent faire les femmes, les hommes qui connaissent des personnes dans le cas de ces 2 dames ou qui voudraient soutenir une action comme celle-là? Écoutez, madame, il y a un réseau, je ne parle pas que pour appel, il y a un réseau d'associations telles, il y a des associations de toutes les nationalités, de tous les groupes sociaux. Il suffit de vouloir s'impliquer dans une action, quelle qu'elle soit. Moi, vous allez à la mairie, ils vont vous donner la liste de toutes les associations qui sont sur votre ville. Vous n'avez pas besoin d'aller bien loin. Nous avons des associations de quartier, nous avons des associations de femmes, nous avons des associations qui font de l'aide aux devoirs, de la médiation sociale. Je ne parle même pas de celles qui font la solidarité internationale. Toute personne qui veut s'impliquer peut très facilement s'impliquer en France. C'était important de le rappeler. Donc, je voudrais, encore là, je vais parler à la femme médecin, encore une fois. Vous connaissez les situations de femmes qui viennent dans le cabinet pour d'autres raisons. Mais est-ce que le vécu des femmes, finalement, permet facilement pas de descendre dans la rue, mais de se mobiliser, d'être dans une association? Au long cours, on entend ce que nous dit Zakia. Est-ce qu'à ce moment-là, elle aurait pu être membre d'une association? Déjà, elle n'en avait pas le droit, de par la situation qu'elle vivait à l'intérieur du domicile. Est-ce que ça n'est pas du luxe? C'était ça ma question. Peut-être pas du luxe. De militer quand on on a les 2 pieds dans le même sabot. Oui, je pense, pas du luxe, mais une disponibilité, même matérielle, culturelle, pour s'impliquer ailleurs. Le mari, il faut qu'il soit un peu d'accord, parce que ça prend du temps, de la disponibilité, des réunions le soir, et qu'est-ce que tu fais là-bas, toutes ces questions-là. Et je pense qu'il y
un petit nombre de femmes peut-être, mais bon, elles travaillent pour les autres et le militantisme, hein, c'est toujours une fraction de, c'est pas une petite échelle, mais c'est pas grave, ça, elles peuvent aider les autres, celles qui militent, elles travaillent pour celles qui peuvent pas être disponibles pour le faire. Hein, est-ce que ça, parce que la question que se pose aussi les téléspectateurs, est-ce que ça n'est pas vain? On se dit on va à des réunions jusqu'à n'en plus finir, et puis on dit que les assemblées de femmes se créent plus chignons, et puis on a quelquefois l'impression de patauger dans la semoule, on a envie de faire quelque chose, mais on trouve que le contexte dans lequel on évolue pour faire cela ne permettra pas Ben moi, ce que je trouve très intéressant dans l'association d'Evry, c'est que il y a la possibilité de s'impliquer, soit au niveau de débats avec la population, dans le cadre d'échanges à la Maison du Monde, et puis aussi faire des actions beaucoup plus concrètes pour aider les femmes là-bas en Algérie, installer une bibliothèque, aider pour faire des petits commerces pour des femmes qui ont besoin de travailler. Donc il y a le volet très concret qui permet de sentir qu'on a une action, et puis le volet sensibilisation de la population immigrée ici et française aux problèmes des femmes, de la violence faite aux femmes, quoi. Et donc, on peut chacune avec sa sensibilité participer, et c'est ça que je trouve intéressant, quoi. À votre avis, à toutes les trois, qu'est-ce qui pourrait faire que le code de la famille change dans un pays où, l'Algérie n'est pas le seul cas, il y en a d'autres encore, dans un pays où le code de la famille, ma foi, est préjudiciable en endroit des femmes, qu'est-ce qui pourrait faire changer les choses? Est-ce que c'est une volonté intérieure? Est-ce que c'est les femmes qui vont tellement revendiquer que ça va bouger? Est-ce que ce sont les hommes de ces pays-là qui vont se dire « Oh là là, on a été trop méchants, on va changer de bord » Est-ce que c'est la communauté internationale que l'on va taxer d'ingérence? À votre avis, qu'est-ce qui pourrait faire bouger les choses dans ceux des pays où le code de la famille, pour les femmes, est préjudiciable? Je pense que le dernier chose, c'est les hommes du pays, hein, parce qu'ils ont tout à perdre, hein, enfin beaucoup de choses à perdre. Après, je pense que les femmes du pays et la société civile plus large, et puis l'opinion internationale aussi, hein, qui peut dénoncer, et c'est une association de tout ça qui peut faire bouger les choses, hein, et que les femmes du pays, soutenues par un mouvement plus large, qu'elles puissent aussi prendre des responsabilités pour arriver dans les instances décisionnelles. Et je pense que tout est important, quoi, hein. C'est une conjonction de différents facteurs qui fera bouger les choses, à mon avis, hein. Se battre. Et pas se faire battre, et pas se laisser battre. Sûrement. Monsieur Attarbe, bonjour. Oui, bonjour Lydie. Je voulais juste apporter un petit témoignage. Oui. Par rapport au mariage arrangé. Je veux dire que moi, j'ai une femme à la maison, mais notre mariage est arrangé par ma grand-mère. Donc, pardonnez-moi, monsieur, est-ce que vous pouvez juste articuler? J'ai beaucoup de mal à vous entendre. Vous dites? Oui, que moi, j'ai une femme à la maison. On est mariés depuis 12 ans. J'ai une femme à la maison. On est mariés depuis 12 ans. C'était un mariage qui a été arrangé par ma grand-mère. Parce que sa meilleure amie avait une petite fille très éduquée qui était bien. Elle a trouvé mieux que cette fille épouse son petit-fils. Et ma mère n'a rien dit, mon père n'a pas branché, ça s'est bien passé. On est toujours ensemble ici en France, à Tarbes. Depuis 12 ans, ça se passe bien. Je me suis dit qu'il n'y a pas que des mariages qui sont mauvais, mais c'est les mariages arrangés qui se passent bien. Voilà, c'est tout. Hein. Donc peut-être que j'ai eu de la chance, mais je pense qu'il y a des mariages arrangés qui se passent très bien. Voilà. Merci pour ce témoignage, monsieur. Que sauriez-vous dire à madame qui a vécu une expérience aux antipodes de la vôtre? Ce que je peux dire à madame, son mariage, je pense que c'était un mariage forcé. Parce qu'il y en a qui passent en disant que c'est mal arrangé. Oui, arrangé dans la violence, parce que ça c'est mariage forcé. Parce que le mariage forcé, ça ne réussit pas toujours, parce que la femme souvent, elle n'aime pas le mari. Les parents le forcent à épouser un homme qu'elle n'aime pas. Donc là, même pas, que je n'ai pas connu, que je n'ai même pas vu. Voilà, on dit tu vas épouser tel homme, voilà, c'est le père avec son ami qui s'arrange. Et voilà, on le pousse à épouser un homme qu'elle n'a jamais vu, alors que moi c'est différent. Moi, cette fille, quand je partais à vacances, je la voyais là où je passais mes vacances chez ma grand-mère au village. Et merci, monsieur. Alors, vous aviez 14 ans, vous disiez, hein, vous aviez 14 ans lorsque vous avez été marié. Quel âge avait-il? Oh, je ne me rappelle plus.
Vous savez Je me une idée rappelle. du Ah, tout? il était plus vieux que moi, je sais. Beaucoup plus vieux, un tout Oh, petit. oh, non. Il avait la vingtaine, la trentaine, Je plus. vers 27 ans, quelque chose vers comme ça. 27 ans, oui. Et la nuit du mariage, quand il est rentré, moi, tellement la peur, tellement que je n'ai jamais connu, je n'ai jamais vu, je suis tombée dans les pommes. Mais quand on ne sait pas de quoi on a peur, pourquoi a-t-on peur? Vous voyez un homme qui rentre dans la chambre, vous ne l'avez jamais vu, vous ne savez pas ce qui se passe entre une femme et un homme d'ailleurs, mais qu'est-ce qui vous fait si peur? À ce moment-là, vous sentez que, intuitivement que vous allez passer un mauvais quart d'heure. Ah ben oui, je n'ai jamais vu cet homme-là, il rentre comme ça. Ouais. Et oui, la peur déjà du père, qui vous a poussé à l'épouser, que je ne l'ai jamais connu, je ne l'ai jamais vu, je n'ai jamais causé avec lui, je ne sais même pas comment il est. J'ai pas vu, même pas sa figure, je l'ai pas vu. Tout d'un coup, la porte s'ouvre et c'est lui. Voilà. Après, je me suis réveillée que le lendemain. Ouais. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il a fait, parce qu'il a rien. Et depuis ce jour-là, c'était la fin pour moi. C'était le calvaire. Et après, grossesse sur grossesse, grossesse sur grossesse, grossesse sur grossesse, grossesse. Ouais. Je sors de l'hôpital 3 jours, je suis en sang. Allez, le soir, rebelote. Rebelote. Que tu veux pas, rebelote. Voilà. Il serait intéressant de savoir si, dans le cadre associatif, des hommes viennent, parce qu'on entend qu'effectivement, des femmes, des jeunes filles, même en France, vont être amenées à devoir épouser un homme qu'elles n'ont jamais vu, comme on dirait quelque part, qu'elles ne connaissent ni des lèvres ni des dents. Mais, mais des fois, des jeunes hommes aussi sont prisonniers de ces pratiques-là. On va dire à un tel, tu vas épouser une telle. C'est comme ça n'est pas autrement. On n'entend pas beaucoup la voix de ceux des jeunes hommes qui doivent épouser la personne qu'ils n'ont pas choisie, parce que la famille en a décidé ainsi, parce que les parents, le père a décidé que c'est avec telle famille qu'il va falloir faire alliance. Ces hommes-là, d'ailleurs, ils ne se plaignent pas, n'est-ce pas qu'un homme ne se plaint pas, hein, monsieur? Quelque part, les hommes vont bénéficier des revendications des femmes, tout azimut. Ah, mais moi, je pense que toute la société... Oui. Une femme qui a des enfants qu'elle désire, d'un homme qu'elle a aimé, n'est pas la même chose que des enfants qu'on a eus comme ça. C'est pas pareil, c'est pas vrai. Même si après, on peut... Par exemple, on vous dit... Même si après, le couple ne tient pas le coup, il reste ce moment de tendresse qu'on a connu pendant toute cette période-là. On divorce au bout de 15 ans parce qu'on me dit, oh, en Europe, les gens divorcent. Oui, les gens divorcent. Mais d'abord, la femme est protégée, elle peut avoir une pension alimentaire, c'est rare qu'elle soit mise à la rue, elle est quand même un peu relogée, etc., etc. Donc, ça permet à la femme aussi d'avoir un rapport normal avec ses propres enfants. Parce que le problème, il est là. C'est qu'aussi, quand cette fragilité de la femme fait qu'il y a une fragilité des enfants derrière. Je donne un exemple, il y a un grand auteur algérien qui s'appelle Rachid Boudjedra, qui avait écrit un livre qui s'appelait La Répudiation, le premier livre qui a fait toller là-dessus, et qui racontait que jusqu'à l'âge de 10 ans, il ne savait pas qui était sa mère, parce que son père a divorcé, il a emmené sa mère chez ses parents, et puis lui, il a grandi avec sa grand-mère. Et en fait, ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a réalisé qu'il était l'enfant d'une divorcée. Mais beaucoup d'enfants, parce que quand il n'y a plus dans nos sociétés, il n'y a plus le père, les enfants sont très fragilisés. Et donc beaucoup de femmes, et ça c'est une des raisons pour lesquelles elles restent dans le couple, parce qu'il y a l'image sociale, il y a l'image économique aussi, de quoi va-t-on vivre, etc. Moi, ce que je voudrais surtout, puisque je pense qu'on arrive à la fin de notre entretien, ce que je voudrais développer, c'est que on parle de mariage arrangé. Et le monsieur, il a expliqué, il a connu sa cousine, il l'a fréquentée, il l'a vue un peu. Et le mariage, il y a plus... C'est-à-dire que c'est trop réducteur. Il y a des mariages arrangés à tous les niveaux. On a connu sa cousine, on l'a fréquentée. Puis il y a d'autres, comme Zakia, qui ne l'a jamais vue. Il y a un problème, c'est que la langue, elle est ce qu'elle est. Mais moi, je voudrais que la réflexion aille plus loin que la question du statut des femmes. Je pense que la société en entier, il y a la moitié de l'humanité qui ne s'exprime pas, qui n'écrit pas, qui
grosso modo, hein, j'essaye de... qui n'écrit pas, qui ne participe pas à la richesse, qui ne participe pas à la création de richesse, parce que souvent chez nous, elle reste dans les maisons, elle ne participe pas à l'éclosion de nouveaux talents, etc. On le voit très bien. Actuellement, si les parents ne sont pas éduqués, il faut suivre les enfants à l'école. Quand les enfants rentrent, on les aide à leur faire leurs devoirs, etc. Et pourquoi on dit reproduction? Ben, c'est déjà un des signes de la reproduction. Et tout ça, tous ces phénomènes, on ne voit pas l'apport que pourrait être l'intrusion des femmes dans la société civile. On ne veut pas voir. On ne veut pas voir. On s'accroche à des images périmées qui dataient du Moyen-Âge où les gens étaient dans des tribus, à cheval, en train de courir derrière enlever une jeune fille pour l'épouser. Voilà. L'enlèvement des Sabines, il y a longtemps que c'est terminé. Voilà. Et donc, cette société-là, on est aux portes de l'éclosion d'une société très différente, je pense, très ouverte. Mais si les femmes n'ont pas cette place, eh ben, ça sera une société qui marchera ça que sur une risque d'être jambe. tant pis pour tout le monde d'ailleurs. Nous allons partir à Bourg-en-Bresse au téléphone. Une autre dame, bonjour. Bonjour madame, bonjour mesdames. Voilà, j'ai suivi avec beaucoup d'émotion depuis le début cette émission et quand je vois ces femmes sur le plateau réagir, moi je ne peux qu'être solidaire parce que le problème dont on parle aujourd'hui, c'est un problème que les femmes du monde entier connaissent. Je pense que tout a été déjà beaucoup dit. Malheureusement, on arrive à la fin de l'émission. Je vais juste dire vraiment très peu de choses. D'habitude, il y a quand même beaucoup d'hommes qui appellent dans l'émission pour intervenir sur divers sujets. Moi, je voudrais interpeller aujourd'hui les hommes qui ont l'habitude d'écouter cette émission, d'où qu'ils soient, ceux qui se reconnaissent dans le rôle que l'on vient de décrire si longuement, malheureusement, je veux qu'ils prennent conscience. Juste les 10 minutes qui restent, si au moins un homme peut prendre conscience, appeler pour dire, allez, je vous écoute, oui, vraiment, je me suis reconnue dans ce rôle, je regrette, je pense que c'est pas bien. Parce que le problème de la violence, il est international, mais il est très récurrent surtout dans les milieux africains, l'Afrique noire ou l'Afrique blanche. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est très difficile de s'en sortir si les communautés, si les populations ne prennent pas conscience. Je vais donner un petit exemple. Moi, dernièrement, j'ai été amenée à régler un petit litige dans un couple de jeunes qui sont africains. Mais vous savez, il y avait des hommes et il y avait moi. J'étais moi, la femme. La première chose que ces hommes africains, même quand vous faites venir des personnes de la communauté chez vous pour régler ce problème, la première chose qu'ils disent, oh, la dame, lève-toi et demande pardon à ton mari. Mais au nom de Dieu, comment voulez-vous que cette dame se lève demander pardon à son mari alors que vous n'avez même pas entendu ce qu'elle a à vous dire? Donc d'emblée, l'homme a raison. Donc c'est vraiment malheureux. Moi, je vois ces femmes, je vois cette femme qui verse des larmes et je dis, battez-vous mesdames, battons-nous parce que finalement, on va s'en sortir, ça prendra des années, mais on est tous passés. Nous les Africaines, nous connaissons ces violences sur toutes les formes, verbales, physiques, parce que la violence, elle est aussi verbale. Elle fait aussi mal quand l'homme vous dénigre devant même vos enfants, vous insulte. Ça, c'est aussi une forme de violence qui fait aussi mal. Et je pense qu'il faut que les opinions se lèvent. Je pense qu'il faut qu'il y ait des ingérences. Malheureusement, on n'aime pas les ingérences, mais je pense qu'il faut à la fin qu'il y ait des ingérences pour que ces choses soient réglées. Parce que dans les pays même où ça se passe, les lois n'avanceront pas s'il n'y a pas d'ingérence. Merci. Merci, madame. Alors, messieurs, vous l'avez entendu, ça n'est pas appel à pétition, mais c'est appel à confession. Alors, pour vous rassurer, ce serait salvateur. Libérez-vous de cette charge de culpabilité. Si vous vous reconnaissez un tout petit peu, complètement ou à moitié dans ce profil de cet homme qui bat, qui viole et j'en oublie, et puis même si vous ne vous reconnaissez pas dedans, confessez-vous quand même, ça vous pourrez vous mettre à l'abri de vous-même parce qu'on ne sait pas. On dit que l'homme et la femme sont mauvais et ils savent s'appliquer. Madame Devanse, tout à l'heure, avait posé une question, nous n'y avons pas répondu, sur la mixité du mariage en Algérie, dans les pays du Maghreb. Est-ce qu'il y a, nous demandait-elle, des mariages mixtes entre donc blancs et noirs, tout simplement, africains forcément? Est-ce que c'est courant? Alors, je ne connais pas les statistiques. Je dirais qu'il y a d'abord beaucoup d'Algériens qui sont noirs. Plus vous allez vers le sud, plus les gens sont noirs. Oui. Donc déjà, c'est un truc. Le premier, mon père était noir. Donc, c'est très complexe. Ce n'est pas une question de... Par contre, il y a un racisme profond contre les Noirs. Ça, et la beauté des femmes étant la blancheur de sa peau,
plus elle est blanche, plus elle est belle. Hein. Donc là, on part sur ce principe-là de base. Donc effectivement, j'ai connu des amies qui ont épousé des Noirs, qu'elles ont connus à la fac, avec qui elles étaient étudiantes, etc. La société algérienne est une société extrêmement violente, et je le dis, et en particulier à l'égard des étrangers. Parce que depuis 1962, on ne voit pas d'étrangers en Algérie. On n'a pas connu. Ce n'est pas une société où viennent comme ça, normalement, les seuls qui venaient, c'était des coopérants techniques. Donc, on a peu connu d'étrangers. On est dans un pays qui n'a, depuis 1962, quasiment, a connu le monopole de la presse, n'a pas d'ouverture, c'est pour ça qu'on tient tant aux paraboles dans nos pays, n'a pas d'ouverture de presse, de contact avec des gens d'autres pays. Donc ça, c'est le seul aussi mariage que j'ai connu, c'est avec des Palestiniens, parce qu'il y avait des Palestiniens en Algérie, ou des Irakiens qui étaient profs d'arabe, ou des Jordaniens, enfin ça. Mixité de couleurs, donc je veux dire non-mixité de couleurs, parce que c'est cela que ça induit quelque part. Ben oui, il n'y en a pas, parce qu'il n'y a pas d'étrangers. Pour pouvoir se marier avec des étrangers... Il faut vivre ensemble. Oui, je voudrais juste rebondir sur un point. Je trouve que le constat que je fais après toutes ces années en France, c'est que je constate que le personnel des assistants sociaux ne sont pas assez au fait de la complexité du statut des femmes dans nos pays. Des femmes étrangères. Des femmes étrangères. Oui. Elles peuvent être binationales, et donc ce statut leur donne un comportement un peu particulier. Et je trouve qu'effectivement, une écoute plus spécifique devrait être accordée à ces femmes. Je demande même, moi, qu'on puisse former ces agents de l'État tout à fait. aux subtilités de ce qu'on appelle la diversité. Nous allons finir avec notre dernier téléspectateur. Vous êtes à Paris, monsieur. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour à les personnes, les dames là, qui sont au plateau. Je vous demandais, en parlant de mariage blanc et arrangé, je vois par exemple en Afrique, quand il s'agit d'avoir un visa pour aller à l'étranger, en France, pour avoir la nationalité française, le mariage, il y a des mariages qui se font, ils sont arrangés, ils sont aussi forcés. Alors personne ne se plaint, et maintenant j'entends qu'il y a des gens, pourquoi la femme se plaigne. Et je voulais savoir, est-ce que si on est majeur, est-ce qu'on peut appeler ça des mariages forcés? Ah, ça c'est une deuxième question. Mais ma première question est de demander, comme je le répète, que pourquoi pour avoir un visa, personne ne se plaint. Et il y a des mariages forcés, il y a des mariages arrangés. Merci monsieur, nous avons compris votre question. Alors nous allons rapidement, nous avons à peu près 30 secondes pour répondre à monsieur. Je voudrais vous laisser réagir peut-être à ce qu'il nous dit. J'ai un peu de mal à comprendre. Oui, la question est quand on veut venir. Alors en gros, il dit quand c'est une immigration de confort pour ranger ses petites affaires, on est d'accord pour faire un mariage forcé et aucune femme ne se plaint, nous dit-il. Mais par contre, quand c'est copieusement et consciencieusement arrangé par la famille, on vient pleurer. Oui, ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir. C'est une minorité quand même, hein, ça. Ça n'a rien à voir. Oui. Forcer une jeune fille à 14 ans à se marier sans connaître l'homme qu'elle veut épouser, et l'autre qu'elle veut vraiment se marier avec celui qu'elle a vu, qu'elle a discuté avec lui, tout ça, ça n'a rien à voir. C'était la question d'un domien, hein, monsieur est de la Caraïbe, et j'entends vous parliez du racisme en l'endroit des Arabes, en l'endroit des Noirs. On sait qu'on ne s'embrasse pas tous sur la bouche entre Africains et Caribéens, et j'entends là, vous venez là, et vous ne pleurez pas pour ça, et là, vous venez vous plaindre. Mais en tout bien, tout honneur, votre question n'était pas inutile. Nous allons finir alors rapidement. Le mot de la fin, Leïla, peut-être. Eh bien, le mot de la fin, c'est que il faut la résolution de la situation des femmes ne peut pas se faire que sur un aspect. Mais pour moi, fondamentalement, et je pense que depuis plus de 20 ans que je suis sur la question du droit des femmes, 35 ans, donc je pense que la première des droits que nous devons arracher, ce sont des droits auprès de la loi. Il faut que la loi protège le faible, il faut que la loi protège le mineur, il faut que la loi nous protège d'abord et avant tout les femmes. Il faut qu'une femme qui se soit violée puisse aller porter plainte, puisse porter, etc., etc. Parce que si on n'a pas ça, on ne va pas me dire que l'être humain change
comme ça. L'être humain change sous la pression, sous l'influence des idées, etc., de nouvelles idées, mais aussi sous des influences et sous la contrainte. Vous n'êtes pas sans savoir que dans la diaspora, en tout cas africaine, en Europe, il se dit que, oh là là, en Europe, les femmes, elles ont beaucoup trop de droits, beaucoup trop d'assistance sociale, beaucoup trop d'articles de loi qui les protègent. Donc, entre ce que vous demandez et ce qu'on déplore déjà, il y a du chemin. Je voudrais vous remercier toutes les trois d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci vraiment d'être venues. Revenez souvent, on a besoin de femmes médecins sur le plateau. Votre association se trouve donc à Évry et je vais donner juste l'adresse internet femmealgérienne@hotmail.fr. Si vous n'avez pas retenu, adressez un courriel à Lady Vous Écoute @telesud.com pour que nous fassions suivre. Merci beaucoup, merci vraiment. Je sais que ça n'était pas facile, Zakia, d'avoir accepté de témoigner, mais c'était vital pour nous. Merci à vous, Leïla. Je finis avec une nuance. Les femmes, malheureusement, sont battues partout et ça n'est certainement pas la question de la religion qui est en jeu. C'est un amalgame qui est préjudiciable à la lutte des droits des femmes. À demain, si Dieu le veut. Au revoir. Merci.